Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous faites partie de la section Viso à Vive et que pour l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Maître Ilana Soskin qui défend une famille d'otages à Gaza, bien sûr. Alors justement, Maya, vous revenez d'Israël où vous avez séjourné pendant 5 jours et on aimerait bien que vous nous en parliez et que vous témoigniez sur ce que vous avez vu et vécu. Oui, bonjour Lise, effectivement, je suis rentrée hier de quelques jours en Israël et j'ai été absolument bouleversée, alors bouleversée par plein de choses. C'était un voyage, je suis passée par beaucoup d'émotions, mais ce qui m'a énormément bouleversée, c'est l'omniprésence des otages dans le paysage. Leurs visages sont affichés partout. Ça commence dès l'aéroport, avec cette allée en fait qui mène à la sécurité des passeports où tous les visages des otages sont affichés et on marche et c'est long. Et je veux dire, physiquement, oui, on sent que c'est long. On connaît la descente. Et voilà. Oui. Et puis ça continue avec donc l'esplanade face au quartier général de l'armée qui est devenu Kikar HaChatoufim, la place des otages. Alors ça, c'est à Tel Aviv. Hein. Exactement. On peut y voir plusieurs installations, notamment cette longue table de Shabbat avec un couvert pour chaque otage. Je m'y suis rendue pour voir en direct les images de la libération du jour. C'est un moment très fort de partage. Les personnes amassées sur la place tentaient de reconnaître les otages sur les premières images et ils s'embrassaient. Alors, est-ce que vous parlez hébreu en fait? Oui, non. Oui, je parle hébreu. Donc ça aide à la compréhension de tout ce qu'il y a dans l'environnement israélien. C'est ça. C'est pour ça que je vous demande. Tout oui, à fait. c'est super. Oui. C'était vraiment très fort. Alors nous ne saurons probablement jamais les détails des négociations. En revanche, il semble que plus globalement, la question des otages ait fait intervenir différentes expertises militaires, politiques, médicales, mais aussi juridiques. Et c'est sur ce dernier point que nous allons échanger avec notre invitée, donc Maître Ilana Soskin. Bonjour. Bonjour Lise, bonjour Maya. Alors Ilana, vous êtes avocat en droit pénal et pénal des médias et vous êtes notamment avocat auprès de la Cour pénale internationale. Vous avez également été présidente de la commission juridique de la LICRA de janvier 2021 à juillet 2023 et vous avez piloté pendant de nombreuses années les procès antiracistes en France. Vous êtes aujourd'hui l'avocat d'une famille d'otages, il s'agit de la famille de Hana ou Shana Orloff, avec votre consoeur Yael Semama. Alors, Ilana, tout d'abord, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas dire, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette famille, qui ils sont et qu'est-ce qui leur est arrivé le 7 octobre? Alors oui, en effet, je ne peux pas tout raconter. Mais alors, qui est cette famille? C'est intéressant de poser cette question. Cette famille, ils sont en lien avec la sculptrice franco-israélienne mondialement connue qui s'appelle Hana Orloff, oui. qui est en ce moment qui a une exposition à Paris. Exactement, au musée Zetkin, et qui a aussi eu un événement au musée d'art et du judaïsme parce qu'on a retrouvé une statue qui avait été spoliée, la statue d'Idi. C'est les membres de cette famille. Alors, ils étaient 10 au kibbutz Be'eri. Qui ils sont? C'est extrêmement intéressant. D'abord, c'était les fondateurs de ce kibbutz. Ils font partie des membres, les grands-parents faisaient partie des membres fondateurs de ce kibbutz. C'était un kibbutz universel. C'est un des seuls kibbutz encore en Israël qui fonctionnait sous le principe originaire des kibbutz. Donc un kibbutz non privatisé où le salaire va au kibbutz. Ouais, exactement. Shoshan. C'est un kibbutz de la Shomerat Tzaïr? Je ne sais pas si c'est un kibbutz de Shomerat Tzaïr, mais c'est le système, oui. C'est un kibbutz qui est connu parce que c'est dans ce kibbutz qu'il y a la plus grande imprimerie d'Israël. D'accord. D'ailleurs, qui a été remise en service assez rapidement. Donc, habitait dans ce kibbutz Shoshan et son mari Avshalom, et qui recevaient pour les fêtes leur fille Adi, leur gendre Tal. Il y avait aussi dans la maison d'à côté Lilar et son mari, avec la sœur de Avshalom, Sharon, avec Dori, sa fille Noam, et Adi et Tal étaient là avec leurs 2 enfants, Navé, qui a 8 ans, et Yael, une petite blonde que vous avez dû voir passer sur plein d'images, pleine de joie, une petite blonde de 3 ans. Donc ils étaient là dans ce kibbutz, habitaient dans ce kibbutz seulement Lilar et son mari, et Shoshan et son mari. Et au matin du 7 octobre, 3 ont été assassinés.
donc Avshalom, Lilar, son mari. On a retrouvé les corps décalés dans le temps, 7 jours plus tard et 13 jours plus tard pour le dernier corps, et ont été pris en otage, donc 7 membres de cette famille, Adi et son mari Tal, Shoshan, Sharon et sa fille Noam. Noam aussi, vous avez dû voir beaucoup, une petite fille de 12 ans, vous avez dû la voir beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils ont été pris en otage. Une famille de kibbutz. Ils étaient extrêmement ouverts, universels, c'était des militants de la paix. C'est important de le dire parce que c'est des militants de la paix. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un kibbutz de la Chomère, parce que c'est des kibbutzim de gauche et qui militent vraiment. Vraiment, ils militaient pour la paix. On m'a raconté que Lilar apportait des couvertures aux prisonniers palestiniens, par exemple. Voilà, des gens qui travaillaient avec les Gazaouis tous les jours. Donc voilà ce que je peux vous dire de cette famille. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, 6 personnes ont été libérées. Donc Shoshan, sa fille Adi, les 2 petits-enfants Yahel et Navé, et Sharon et Noam qui ont fait la couverture de Libé la semaine dernière, où on voit Sharon prendre dans les bras son fils. Manque à l'appel, Tal, le mari de Adi, le papa des 2 petits-enfants. Qui est toujours otage à l'heure où on enregistre. Qui est toujours otage à l'heure où on enregistre. Oui. Alors, dans ce contexte particulièrement dramatique, comment est-ce que vous accompagnez vos clients ? Le mot « accompagner » d'abord est très juste. En fait, il est bien choisi. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est avocat ? D'abord, quand on récupère des dossiers comme ça, pour ma part, on n'a jamais traité, à part. C'est des dossiers assez exceptionnels. Donc, quelle est notre place ? Moi, j'ai eu le sentiment d'accompagner la partie française de cette famille, Ariane Tamir, qui a fait la tournée de plein de plateaux sur toutes les chaînes, et son mari, et d'être un peu leur interlocuteur en France, à la fois avec la justice, à la fois avec les événements qui se passaient, notamment l'événement de Radio J à l'Assemblée nationale. Ariane Tamir a été invitée. Bien sûr, on y était. Donc voilà, je me suis occupée qu'elle fasse partie de cet événement. Voilà, donc la notion d'accompagnement est vraiment importante parce que on essaie toujours en tant qu'avocat d'être distancié, le client, la famille, enfin le client, l'avocat. Et en réalité, cette situation tellement exceptionnelle fait que j'avais un peu l'impression d'avoir une famille dont il fallait pas s'occuper, mais accompagner. Et puis sur le plan judiciaire, on met en place des procédures, donc on dépose plainte devant le tribunal à Paris. On fait des actions judiciaires. Il faut jamais oublier quand on est avocat, c'est la base de notre mission. Donc, tout ce qui va autour se greffe. Mais par exemple, on a écrit au CICR, on a écrit un courrier d'avocat. Le CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Oui, exactement, le Comité international de la Croix-Rouge. On n'a pas écrit au CICR dans une action militante. On a écrit en qualité d'avocat. On a mis en demeure le CICR d'aller visiter les otages dont on s'occupe avec leur liste, de vérifier que les enfants étaient avec leurs parents, de vérifier leur état de santé. Donc on fait des actes judiciaires. Mais ils l'ont fait ou pas ? Ils ne m'ont pas répondu. Donc voilà. Je suis bien en mal de... Mais en tout cas... Oui, mais c'est important de le dire qu'ils n'ont pas répondu. Ils m'ont pas répondu. Et que c'est très grave aujourd'hui. On a des infos, on sait qu'ils n'y sont pas allés. Donc on fait des procédures judiciaires. Vous ne me posez pas la question, mais si on veut se demander à quoi ça sert, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire si d'avoir écrit au CICR sert à quelque chose, si ce n'est à expliquer que le CICR ne s'est pas vraisemblablement suffisamment occupé à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire. Est-ce que ça sert à quelque chose ? J'ai espoir que les juridictions françaises, internationales, au bout d'un moment, rendent justice, condamnent les personnes, délivrent des mandats d'arrêt contre les organisateurs, les instigateurs de ces massacres, les terroristes. Voilà. Donc ça, les mandats d'arrêt, c'est une autre procédure que vous menez à la Cour pénale internationale, du coup. C'est pas auprès du CICR. Oui, enfin, moi, je mène pas cette procédure auprès de la Cour pénale internationale, mais il y a des procédures auprès de la Cour pénale internationale, il y a des procédures en France. Chaque juridiction peut délivrer des mandats d'arrêt. D'accord. Voilà, dès lors que les faits sont établis et qu'on considère qu'on a identifié les auteurs. Et alors, du coup, donc là, vous avez fait tout ça, quelles sont les prochaines étapes juridiques ou judiciaires, selon vous ? Alors, à l'heure où je vous parle, la prochaine étape, ce serait de faire libérer Tal. Il faut vraiment garder à l'esprit que Tal était chez ses beaux-parents dans un kibbutz. C'était pas un soldat, enfin, et même un soldat, de toute façon, n'a pas être retenu en captivité. Mais on a des gens qui sont encore otages aux mains du Hamas. Et une des priorités
Alors, je ne sais pas si elle est judiciaire, mais une des priorités, c'est de ramener Tal. Ces 2 enfants qui ont pu leur papa. Cette femme a dit qu'elle est rentrée et qui n'avait plus son mari, alors qu'elle a perdu son père et qu'elle l'a appris au retour de captivité. Voilà, donc la prochaine étape, c'est ça. Et ensuite, la justice fera son chemin, que les preuves puissent être mises entre les mains des juridictions, que ce soit nationales ou internationales, que voilà, les crimes qui ont été commis puissent être appréhendés à la hauteur de ce qu'ils sont, de l'atrocité qui a existé, et puis on espère que des procès puissent avoir lieu, que les personnes soient appréhendées. Et vous pensez que la Cour pénale internationale va se saisir de la plainte qui a été déposée par vos consoeurs et confrères? Je l'espère, je l'espère sincèrement. C'est une avancée pour l'histoire. On a une Cour pénale internationale qui juge les crimes pendant qu'ils sont en train d'être commis, à la différence des juridictions ad hoc qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même une avancée en droit international. Alors on peut dire ce qu'on veut de la Cour pénale internationale, ça peut être critiqué, décrié, on sait que d'ailleurs Israël n'a pas ratifié. Mais de mon point de vue, il y a quelque chose d'assez symbolique dans la justice pénale internationale, de savoir qu'au moment où les actes sont commis, des juridictions enquêtent et une juridiction pénale internationale de ressort des plus gros crimes est en mesure d'enquêter et de juger les crimes commis. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais bien aborder une autre de vos spécialités, Ilana. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi spécialisée sur le droit de la presse, le droit des médias. Et aujourd'hui, le sujet de la lutte contre la haine en ligne prend tout son sens, notamment concernant la modération des commentaires sur les plateformes. Alors, je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que le CRIF a mis en place une adresse email où l'on peut signaler les contenus haineux. Donc, je vais vous donner l'adresse, c'est jesignale@crif.org. Mais avant de signaler, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est opposable, qu'est-ce qui ressort de la haine en ligne par rapport à qu'est-ce qui relève de la liberté d'expression. Alors, bien entendu, c'est un champ très large, mais est-ce que vous avez quelques clés que vous pouvez donner aux auditeurs et aux auditrices? On a combien de temps? On a le temps. On a le temps. Alors, d'abord, sur la question que vous me posez, il y a quelque chose d'important à signaler, c'est que oui, en ce moment, il y a beaucoup de propos antisémites et haineux qui sont tenus en ligne, mais c'est quand même pas nouveau. Et si aujourd'hui, il n'y en a pas un peu plus quand même que d'habitude avec tout ce qui se passe? Il y a toujours eu beaucoup, donc il y en a un peu plus parce que forcément, il y a une émotion de part et d'autre. Je ne juge pas l'émotion de chaque côté. Hein. Et oui, il y a des messages véhiculés. Mais si aujourd'hui, on arrive un peu mieux à modérer la haine en ligne, c'est parce que depuis des années, on s'est porté sur ce combat, notamment avec le CRIF, notamment avec la LICRA, avec qui je travaillais, où pendant des années, on a essayé de mettre en place des systèmes de régulation des contenus haineux en ligne. Alors, qu'est-ce qui peut être signalé? Qu'est-ce qui peut faire partie des contenus en ligne? Je sors très récemment de la projection, de l'avant-première du film sur Richard Malka, qui a été produit par la Famiglia Prod, sur son combat pour la liberté d'expression, le droit de rire. Et en fait... Rappelez-nous en 2 mots qui était Richard Malka. Richard Malka est l'avocat de Charlie Hebdo. Il a été l'avocat de Charlie Hebdo dans toutes les procédures sur les caricatures. Il a donc été l'avocat de Charlie Hebdo pour les attentats en première instance et aux assises. Il est aussi l'avocat de Mila. Donc ces questions sont au cœur de tout ça. Et c'est marrant parce que ça fait un peu comme un choc de... À la fois, on est chevillé au corps à la liberté d'expression. Le fait qu'on est dans une société démocratique, le fait qu'on doit pouvoir continuer à rire, à se moquer, et qu'on doit pouvoir continuer à critiquer et la religion et la politique d'un gouvernement, et même un État. On a le droit d'avoir une critique. Mais pour autant, et c'est pour ça que d'avoir vu cette avant-première, ce film sortira en salle le 10 janvier, au moment où vous me posez cette question, remet parfois, vous savez, parfois on est toute la journée comme ça sur des contenus haineux et puis parfois on est reprojeté sur quelque chose d'important. Et là, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même quelque chose d'important. C'est aussi la société dans laquelle on vit qui fait qu'on a le droit d'exprimer des opinions. Mais voilà, des opinions. Qu'est-ce que c'est une opinion? Alors, ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire, on a le droit de critiquer le gouvernement israélien. On a le droit. Mais là, on parle d'antisémitisme. Oui, mais je vais y venir. Oui, oui. On a le droit de critiquer la religion. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de s'en prendre à des personnes, à des groupes de personnes, à raison de leur appartenance
à une religion, une nation, Oui, c'est une ça. ethnie, une race. Oui, c'est la différence entre le Oui. droit au blasphème, où on peut dire par exemple Exactement. qu'on ne croit pas, je sais pas, à Moïse ou j'en sais rien, mais on ne peut pas s'en prendre aux Juifs de France. Voilà. Donc Alors, c'est il y a vraiment un ça la corollaire. distinction. Pour le blasphème, c'est pas que on croit pas à Moïse. On a le droit de dire que Moïse a fait des choses qui nous plaisent pas, que le prophète Mahomet, on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. On a le droit de critiquer la religion, versus on n'a pas le droit. De critiquer les croyants, en fait. C'est pas critiquer les croyants, c'est de tenir des propos qui provoquent à la haine, qui stigmatisent des gens, des personnes, des musulmans. Donc ça, c'est pour le blasphème. Mais pour les sujets qui nous concernent, il y a une vraie différence entre la critique légitime ou non. Mais la critique illégitime est possible aussi, parce qu'on est dans une société démocratique. Donc on a le droit de critiquer Israël. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de s'en prendre aux personnes, parce qu'elles sont juives, de véhiculer des stéréotypes antisémites que les juifs, enfin je ne vais pas les diffuser sur votre antenne, Non, bien mais sûr, je vous laisse mais les imaginer. oui, quoi. oui, on les connaît malheureusement. Et Oui. régulièrement, on m'envoie des choses qu'on a signalées et que les plateformes n'ont pas supprimées. Et il y a un vrai travail pédagogique à faire auprès de tout le monde aussi, pour dire que tout ne peut pas être supprimé. Doivent se concentrer pour la suppression et pour que ça fonctionne et que ça ne fasse pas goulot d'étanglement auprès des plateformes, les propos qui incitent à la haine contre les juifs, les propos qui incitent à la haine contre des associations, les propos qui, à raison de leur appartenance, les propos qui stigmatisent, les propos qui véhiculent les propos antisémites. Et la provocation à commettre des crimes et des délits, la provocation à viser une population, les provocations, les apologies de terrorisme, Bien sûr. tout ça doit être signalé. Mais on doit garder à l'esprit qu'on est dans une société où on a la liberté d'expression chevillée au corps. Il faut le garder. D'accord, Oui. merci pour merci Alors, pour cette précision. c'est important pour vous. Et peut-être une sous-question. Vous avez de l'espoir par rapport à tout ce que vous venez de nous exprimer? Ah là là, c'est une question. Ouais. J'ai de l'espoir parce que j'ai trouvé qu'il y avait une mobilisation magnifique de gens qui n'étaient pas militants, qui... voilà, des multitudes de choses, des femmes qui se sont mises à faire des ralottes pour prier ensemble, même si moi, ça ne me parle pas particulièrement. Il y a des gens qui se sont mis à signaler des contenus haineux. Donc, j'ai de l'espoir parce que je pense qu'on est... voilà, le peuple juif et le peuple Et universel. résilient, voilà. Pas que résilient, il est mobilisé, il sait Aussi. trouver des ressources. Après, je vous avoue que les horreurs que j'ai pu voir dans les vidéos, ce qui se passe avec le Hamas, oui, c'est désespérant. Ce qui est désespérant, c'est le tri des victimes. On sélectionne des femmes, on sélectionne des enfants, on sélectionne des... Voilà, et même nous, dans la libération des otages, on fait un tri, les nationaux, les binationaux, les femmes, les Oui, il y a un enfants. côté moral et éthique qui est hyper complexe dans cette histoire. Il y a énormément de choses éthiques et complexes. Il y a des choses qui me désespèrent parce que je me dis que c'est le Hamas qui tient les rênes, qui tient les ficelles, qu'on négocie avec eux. Donc tout ça est un peu désespérant. Mais j'ai de l'espoir dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on va faire. Et je crois qu'on va réussir à libérer tout le monde. Merci maître Ilana Soskine. Maya Termination, il y a quand même une action de la Viso très importante tous les vendredis. Exactement. Merci Lise. Oui. La Viso vous donne rendez-vous tous les vendredis à 12h15 sur l'esplanade du Trocadéro pour demander la libération des otages. Donc il y aura un otage en captivité, nous serons là et nous vous invitons à nous rejoindre nombreux. Voilà. Venez, allez-y, achetez-vous un sandwich, prenez sur votre heure de déjeuner, mais rendez-vous au Trocadéro à 12h15 tous les vendredis. Maya Termination, merci. Maître Ilana Soskine également et à Merci. très vite sur Radio J. Merci beaucoup. Merci beaucoup.